Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 février 2020 pour le 178e rapport de situation sur le Donbass, avec un bilan qui est bien plus mauvais que celui de la semaine dernière, comme je le craignais malheureusement. Un bilan à la hausse au niveau des bombardements, des destructions, des munitions tirées, lié à la fois à la réunion qui a eu lieu à l'ONU, mais aussi aux célébrations des 5 ans de la fin de la bataille de Debaltsevo. Je pense que tout ça ensemble, ça a fait un très mauvais mix, puisque du 15 au 21 février 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 84 reprises, donc on est à plus du double de la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 106 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est à presque le double, pour un total, si on compte toutes les munitions d'un calibre inférieur, de 397 munitions, donc là aussi on est à plus du double de la semaine passée, c'est vraiment mauvais. Il faut y rajouter les 10 violations et 21 munitions, dont 7 obus de mortier de 120 mm tirés par les forces armées ukrainiennes contre les RPD durant les dernières 24 heures. En République populaire de Lugansk, c'est pas beaucoup mieux, puisque les forces armées ukrainiennes ont violé 17 fois le cessez-le-feu, mais elles ont quand même tiré, lors de ces 17 violations, 221 munitions, dont 24 obus d'artillerie de 122 mm, ça c'est très mauvais, un missile anti-char philo-guidé et 117 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc ils sont pas les mains mortes, et en plus contre des zones civiles, donc tout va bien. Les tirs de cette semaine en RPD ont blessé 3 soldats et 1 civil. En RPL, 1 soldat est mort, 1 civil a été blessé. En RPD, 22 habitations et pièces d'infrastructure ont été endommagées, entre des gazoducs, des lignes électriques. 5 habitations ont été endommagées aujourd'hui même à Alexandrovka suite à des tirs de véhicules de combat d'infanterie contre le village. Et en République populaire de Lugansk, c'est 13 habitations qui ont été endommagées cette semaine. C'est vraiment un bilan mauvais, quoi. Côté ukrainien, les pertes officielles pour la semaine sont de 1 mort et 7 blessés, sauf que les données de la RPD indiquent que rien que les pertes hors combat de la semaine se montent déjà à 6 morts et 10 blessés. Et il faut rajouter ceux qui sont morts dans l'attaque contre la République populaire de Lugansk, que je vais y revenir en détail un peu après. L'OSCE en tout cas a noté cette semaine la présence de nombreuses armes lourdes près de zones résidentielles côté ukrainien. Cela et les tirs incessants menés depuis Krasnogorovka contre le village de l'RPD de Staromikhailovka et contre le district de Petrovski, donc qui est un district de la périphérie de Donetsk, ont entraîné le mécontentement des habitants de Krasnogorovka. Résultat aussi, comme ils se sont fait un petit peu repérer, et l'armée ukrainienne brouille de nouveau massivement les signaux des drones de l'OSCE pour les empêcher de voir toutes ces violations et les mouvements des armes lourdes. En République populaire de Lugansk, malheureusement, suite à de tels brouillages, les observateurs n'ont pas pu sauver 2 de leurs drones, juste avant la fameuse attaque menée par l'armée ukrainienne, dont je vais vous parler maintenant. Alors, je vais vraiment vous donner un maximum de détails pour bien montrer que la propagande ukrainienne, et celle qui a été reprise d'ailleurs par les médias français, et tous leurs trolls qui sévissent sur internet et qui m'ont sorti « Non, non, c'est l'armée russe qui a attaqué l'armée ukrainienne », ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Donc ce qui s'est passé, c'est que mardi 18 février à 6 h du matin, 10 soldats ukrainiens ont tenté d'avancer vers les positions de la milice populaire de la RPL située près de Golubovskoye. Les soldats de la RPL ont repéré les soldats ukrainiens en mouvement, ont surveillé leur avancée. Comme assez fréquemment, malheureusement, quand ils tentent ce genre de Zabrodsky, comme on avait appelé ça avec Tom, eh bien, les soldats ukrainiens sont tombés dans un champ de mines, ont marché dessus, et résultat, ils ont eu des morts et des blessés. Les rapports initiaux faisaient état d'au moins 2 soldats ukrainiens morts et 3 blessés, mais la milice populaire de l'RPL a ensuite indiqué que 2 des blessés sont morts, semble-t-il, faute d'avoir été correctement soignés. En tout cas, pour couvrir l'évacuation, les forces armées ukrainiennes ont massivement bombardé plusieurs localités de la RPL proches de la zone où était menée cette tentative de percée. C'est là qu'ils ont tiré, entre autres, à coups d'artillerie de 122 mm et de mortier de 120 et 82 mm sur Golubovskoye, mais aussi Sokolniki, Donetski et Smieloye. Donc c'est là qu'ils ont tiré, entre autres, les 24 obus d'artillerie de 122 et 72 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc ces tirs ont été menés par la fameuse 93e brigade des forces armées ukrainiennes. Je vous rappellerai pas que c'est la brigade qui a une liste de crimes de guerre longue comme un jour sans pain. La tentative d'attaque a été menée, semble-t-il, par la 72e brigade.
Ces tirs ont endommagé donc 12 habitations à Golubovskoye, Kirovsk et Donetski. Des lignes électriques aussi ont été endommagées, ce qui a privé une partie du village de Zolotoye d'électricité. Un gazoduc a aussi été endommagé. Un civil a été blessé à Golubovskoye, un homme de 55 ans qui a été emmené à l'hôpital de Kirovsk pour y être soigné. Bon, les tirs continus menés par les forces armées ukrainiennes ont empêché les secours d'arriver rapidement sur les lieux. Et en fait, le mort qu'ils ont laissé sur place, d'après des données qui ont été transmises récemment par la milice populaire, en fait, il était blessé au départ. Et donc ses camarades l'ont abandonné là à crever sur place. Et comme ils ont bombardé lourdement la zone, eh ben, la milice populaire a pas pu lui venir à l'aide. Ils ont pas pu lui porter secours. Et donc bah, le temps qu'il puisse accéder au corps, bah, il était mort, quoi. Voilà. C'est quand même... Voilà. Et donc bah, le corps de ce soldat ukrainien a été récupéré par la milice populaire de l'RPL près de leur position. Hein, je vous renvoie vers mon article publié à ce sujet-là, où il y a la vidéo de la chaîne NKN qui montre très clairement toutes les informations que je vous donne. Donc pour tous les trolls, les journalistes français et ukrainiens, et même Monsieur Zelensky qui nous a sorti son mensonge de conneries, non, quand on récupère le cadavre d'un de vos soldats près des positions de la République populaire de Lougansk, ça peut pas avoir été la République populaire de Lougansk qui a mené l'attaque contre vous. C'est bien la preuve que vous avez mené l'attaque. Vous avez tenté d'approcher des positions et vous avez laissé un cadavre en cours de chemin. Voilà, je veux dire, c'est juste hallucinant. Le niveau de mensonge, là, c'est stratosphérique. Redescendez sur Terre. Hein, si c'était l'armée russe ou la milice populaire de l'RPL qui avait attaqué, bah, c'est des soldats russes ou de la milice populaire de l'RPL que vous auriez dû retrouver près des positions ukrainiennes. Ça aurait dû être dans l'autre sens. Vous voyez, c'est là le problème quand vous racontez n'importe quoi qui a rien à voir avec les faits. Bref. Le corps a été identifié, d'ailleurs, ils ont fait un test ADN pour vérifier que c'était bien la personne qu'ils avaient identifiée initialement. C'est le corps d'un jeune homme de 22 ans. 22 ans, je vais vous montrer une photo de son visage. Voilà, Maxime, qui venait de la région de Poltava, qui s'était engagé dans l'armée ukrainienne sous contrat pour gagner de l'argent, sauf qu'au lieu de trouver la fortune, il a trouvé la mort. Voilà, c'est 22 ans. 22 ans, il avait la vie devant lui, ce garçon. Voilà, vous l'avez envoyé dans une mission suicide, du grand n'importe quoi. Son corps a pu être récupéré grâce à l'association des vétérans d'Afghanistan de Lougansk et de la représentation de l'RPL au sein du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, qui ont négocié une trêve avec l'armée ukrainienne pour aller récupérer le corps, qui a d'ailleurs depuis été remis à l'Ukraine, pour que sa famille puisse l'enterrer dignement. Voilà. Pendant que ses camarades l'ont laissé crever. Voilà, les soldats de l'RPL, ils ont récupéré le corps puis ils l'ont rendu assez proche. Voilà, je pense que c'est assez parlant quand même. Mais bon, cette trêve n'a pas duré bien longtemps. À 18h30, le même jour, à peine les observateurs de l'OSCE étaient partis, que la 72e brigade des forces armées ukrainiennes a tiré 6 obus de mortier de 120 mm sur les positions de la milice populaire de la RPL près de Berezovskoye, tuant un soldat de la milice populaire, un soldat du bataillon Prizrak. Donc ces provocations ont eu lieu le jour même où le Conseil de sécurité de l'ONU devait évaluer la mise en œuvre des accords de Minsk 5 ans après leur signature, et où la RPL célébrait les 5 ans de la fin de la bataille de Debaltsevo. Je rappelle, bataille qui a quand même marqué la défaite cuisante de l'Ukraine et la victoire écrasante de la RPD et de la RPL. Leonid Pasechnik, le chef de la RPL, a fait une déclaration officielle suite à cela, en déclarant que les bombardements montraient clairement que Zelensky n'a aucune intention d'appliquer les accords de Minsk, a appelé l'OSCE et les pays garants de ces accords à faire pression sur l'Ukraine pour mettre fin à ces provocations sanglantes. La RPL d'ailleurs n'a pas été la seule à souffrir des bombardements de l'armée ukrainienne. Le matin même, les forces armées ukrainiennes ont aussi bombardé les villages de Zaïtsevo et de Golmovski, donc au nord de Gorlovka, à coups d'obus de mortier de 82 mm. Ils ont endommagé 5 habitations, et un peu plus tard dans la matinée, c'est le village de Trudovski, en périphérie de Donetsk, qui s'est pris lui aussi des obus de mortier de 82 mm sur la tête. Donc comme on voit, l'Ukraine n'a toujours pas l'intention d'appliquer les accords de Minsk,
clairement, de toute façon, cette provocation a été utilisée pour essayer de détourner l'attention du fait que les accords de Minsk n'ont toujours pas été mis en œuvre 5 ans après. Et puis, bien sûr, ça a été l'occasion d'accuser la Russie d'en être responsable, comme de l'accuser d'avoir été responsable de cette attaque. Sauf que, comme je l'ai dit, quand on retrouve le corps d'un soldat ukrainien à côté des positions de la milice populaire de Lugansk, ça peut pas avoir été la milice populaire qui a attaqué. Le corps s'est pas téléporté tout seul des positions ukrainiennes jusqu'aux positions de la RPL. Voilà. Il est venu sur ses 2 jambes. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment, faut arrêter les conneries. Hein. 5 minutes. Ça serait bien. Ça serait bien. Et puisqu'on parle des accords de Minsk, eh bien, l'ancien représentant spécial américain pour l'Ukraine, ce cher Kurt Volker, a admis publiquement dans une interview à Европейская Pravda que, en fait, la rhétorique pacifiste de Volodymyr Zelensky en public, c'est que de l'enfumage, que de l'hypocrisie. Hein, le but, c'est juste de donner une meilleure image de l'Ukraine. Hein, il a qualifié ça de stratégie intelligente. Hein, donc, il a répondu ça après que le journaliste a souligné le fait que Zelensky n'appelle pas la Russie pays agresseur, ou ne dit pas ouvertement que l'Ukraine est en guerre contre la Russie, et demande si c'est normal que le président d'un pays en guerre n'appelle pas un chat un chat. Ben oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas en guerre contre la Russie, donc c'est du grand n'importe quoi. Enfin, je veux dire, si vous étiez en guerre, normalement, vous auriez dû porter plainte auprès du tribunal de l'ONU pour annexion de territoire. Voilà. Vous l'avez pas fait, donc ça veut bien dire que vous savez très bien que vous vous prendriez une peignée juridique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref. Et donc, voilà ce que Volker répond textuellement à cette question. Il dit « Je comprends les questions que vous vous posez, mais vous devez tenir compte du déroulement des négociations internationales, et compte tenu de celle-ci, la stratégie que Zelensky a choisie est à mon avis très intelligente. Son but est de montrer au monde que l'Ukraine essaye de résoudre le conflit, que vous voulez la paix, que vous êtes prêt à négocier, et que vous entrevoyez la possibilité d'un compromis, que vous êtes prêt à vous rencontrer, que vous voulez échanger des prisonniers, que vous êtes très proactif. Je pense que c'est une tactique raisonnable, car elle désamorce les accusations contre l'Ukraine. » Bien sûr, un peu plus loin, hein, il dit qu'il est important que cette tactique ait une limite et ne conduise pas à des concessions envers la Russie. Bon, en clair, il faut faire croire qu'on cherche le compromis, mais sans le chercher réellement, quoi. Donc, en vrai, non, quoi. Voilà. Si ça vous rappelle quelque chose, pour ceux qui ont suivi depuis plusieurs mois, bah, c'est normal. C'est ce que j'ai expliqué l'an passé. La technique de l'illusionniste. Voilà. C'est exactement ça. C'est de l'écran de fumée. Zelensky fait croire qu'il veut la paix à coup de grandes déclarations publiques allant dans ce sens, pendant que ses actes sont à l'exact opposé de ces grandes déclarations. Voilà, et Volker vient de dévoiler le poteau rose, hein, en expliquant ce que je disais l'an passé, à savoir qu'il s'agit d'une stratégie de communication pour qu'on ne puisse pas dire après, oui, mais l'Ukraine ne veut pas la paix. Ouais, en mode, mais regardez, Zelensky, il veut appliquer les accords de Minsk, tu vois. Le but, c'est de dédouaner l'Ukraine de l'échec des accords de Minsk, que Kiev met en œuvre elle-même. Voilà. Bon, cette déclaration de Volker a été commentée par un député du Conseil populaire de la RPD, Vladimir Medvedev, qui est du parti Donbass Libre. Bon, il dit clairement, hein, c'est la preuve que la politique de Zelensky envers le Donbass ne diffère pas de celle de Poroshenko. C'est juste qu'il la déguise un petit peu mieux que son prédécesseur avec ses jolies déclarations publiques, hein, voilà, de manière que ce soit plus attrayant pour les patrons occidentaux de l'Ukraine. Il dit que pour lui, il est peu probable que qui que ce soit aurait pu donner une définition plus précise de la politique de Zelensky que ce qu'a fait Volker. Voilà. Medvedev a ensuite expliqué le détail de cette stratégie qui vise à mettre en œuvre donc ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire le scénario chypriote dans le Donbass. Il dit d'une part, le nouveau président ukrainien parle de son désir de paix, confirme sa volonté de respecter les accords de Minsk, signe la mise en œuvre de la formule Steinmeier lors de la réunion format Normandie. D'autre part, Zelensky et son équipe affirment que les accords de Minsk doivent être modifiés, que la loi sur le statut spécial du Donbass n'est pas nécessaire, et qu'il existe un scénario alternatif, hein, c'est d'entourer l'RPD et l'RPL avec un mur. Cette hypocrisie et ce cynisme de Zelensky sont très appréciés de ses patrons étrangers. Kiev continuera à saboter les accords de Minsk sous un masque décent, et les forces armées ukrainiennes tireront à nouveau sur les civils du Donbass. Voilà. Donc cette déclaration de Volker confirme la justesse des analyses que j'ai publiées depuis des mois sur la stratégie de Zelensky concernant le Donbass. Ces belles paroles, c'est juste de l'écran de fumée. Ce qu'il faut regarder, ce sont ses actes et ceux de son armée. Voilà, arrêtez de croire ces jolis discours, je veux la paix, je veux mettre fin à la guerre, ah oui, ça mange pas de pain. Voilà, regardez les actes. Les actes sont à l'exact opposé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vraiment,
Le mec le dit ouvertement, hein, ils sont tellement sûrs d'eux que, en fait, ils en ont rien à foutre de dévoiler leur plan, hein, on en est là. Et puis comme je le disais, il y a eu 2 événements cette semaine qui, je pense, ont provoqué cette provocation de l'armée ukrainienne. Donc je disais la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi les célébrations des 5 ans de la fin de la bataille de Debaltsevo et de la libération de la ville. Comme je le disais, le 18 février, c'est la République populaire de Lugansk qui fêtait la fin de la bataille. Le 19 février 2020, c'est la RPD qui a célébré les 5 ans de la libération de la ville de Debaltsevo. Je rappelle donc le 18 février 2015, après plus d'1 mois de combats intenses entre l'armée ukrainienne et les 2 milices populaires qui ont travaillé de manière coordonnée main dans la main, la ville de Debaltsevo était enfin libérée. 5 ans après cet exploit, des 2 milices populaires qui ont réussi quand même à encercler et vaincre un ennemi qui leur était quand même très supérieur en nombre, il faut quand même le rappeler. Les 2 républiques donc ont célébré la libération de la ville, ville qui était occupée par l'armée ukrainienne depuis juillet 2014. Et donc le 19 a eu lieu une cérémonie organisée par la RPD à Debaltsevo même. Donc on a eu plusieurs officiels de l'RPD, on a eu donc Denis Pouchiline, le chef de l'État, Monsieur Bidiovka, donc le président du Conseil populaire de la RPD, on a eu le ministre donc des Affaires étrangères de la RPL pour représenter Lugansk, le maire de Debaltsevo, mais aussi de nombreux habitants de la ville qui ont tenu à venir se recueillir. Le chef de la RPD, Denis Pouchiline, a tenu quand même à rappeler l'exploit qu'a constitué cette victoire, et ce qui a permis que ce miracle se réalise. Il a rappelé quand même que les soldats qui y sont allés en sachant que l'avantage numérique était du côté de l'ennemi et que selon tous les canons de la science militaire, c'était quand même très mal parti, et que malgré ça, par leur détermination, leur courage et la compréhension du fait que voilà, c'est leur patrie, c'est leur terre, c'est leur foyer, c'est ce qui a permis donc de gagner et de libérer la ville de Debaltsevo. Et comme il l'a souligné, il ne faut pas oublier la ténacité et le courage des civils qui ont fait tout leur possible pour que cette libération ait lieu. Voilà. Il a ensuite proposé de créer à l'occasion des 5 ans de la libération de Debaltsevo une médaille pour la libération de Debaltsevo, pour que les générations futures se souviennent de la bataille qui a eu lieu ici. Elle sera remise à tous ceux qui ont participé à la libération de la ville, aussi bien soldats que civils, et elle pourra aussi être remise à titre posthume, puisque cette bataille a quand même fait beaucoup de morts au sein des 2 milices populaires, comme au sein de l'armée ukrainienne. Denis Pouchiline a ensuite remis l'ordre de la Croix de Saint-Georges à plusieurs soldats qui ont participé à la bataille de Debaltsevo, avant d'aller déposer les fleurs sur le mémorial installé à la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie pour la libération de la ville. Comme je le disais, la RPL était représentée par Vladislav Deneigo, le ministre des Affaires étrangères de Lugansk, qui a rappelé quand même que cette victoire a été rendue possible par le travail conjoint des 2 milices populaires. Il a aussi tenu à rappeler le prix élevé quand même qu'il avait fallu payer pour en arriver là. Il a rappelé que la victoire lors de l'opération Tchernukhino-Debaltsevo, c'est un succès commun des soldats de la RPD et de la RPL, qu'en 2015, grâce à leur action concertée, à leur héroïsme et à leur force d'âme, ils ont réussi à libérer cette terre qui souffrait depuis longtemps. Il a dit, lorsqu'on se remémore ces événements tragiques, on comprend à chaque fois le coût élevé de notre lutte pour l'indépendance et la liberté. Il est difficile de réaliser que pendant cette opération, des défenseurs de la République qui ont laissé leur tête et des civils sont morts. Ces victimes sont sur la conscience du gouvernement ukrainien criminel qui est impitoyable dans son désir de détruire le Donbass. Ça, donc, c'était une partie d'un discours qu'il lisait de la part de Leonid Pasechnik. Il a ensuite prononcé un discours plus personnel, dans lequel il a souligné que la victoire de Debaltsevo avait été quand même un coup de massue, qui était le gros coup de massue nécessaire pour obliger l'Ukraine à s'asseoir à la table des négociations, puisque je rappelle que c'est en février 2015 que les accords de Minsk II ont été signés en pleine débâcle de l'armée ukrainienne à Debaltsevo. Voilà. Deneigo a ensuite rendu hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour cette victoire, a rappelé que leur sacrifice a permis de bâtir les 2 républiques populaires, de donner un avenir à leurs habitants, et qu'aujourd'hui ceux qui sont toujours de ce monde ont pour devoir de poursuivre ce que ces héros ont commencé et qu'ils n'ont pas pu terminer, puisque malheureusement ils y ont laissé la vie. Si donc, comme je le disais, les 2 républiques populaires ont célébré cette victoire, le moins qu'on puisse dire c'est que 5 ans après sa défaite cuisante, l'Ukraine n'a toujours pas digéré, comme on a pu le voir avec cette provocation organisée le 18 par l'armée ukrainienne contre les RPL. Provocation d'ailleurs qui a eu lieu assez étrangement quelques jours après la venue de ce cher BHL dans le Donbass sur la ligne de front. Il allait voir ses potes les néo-nazis ukrainiens. Quand un pyromane professionnel qui partout où il passe, la paix
trépasse. Bon, je veux dire, c'est pas très étonnant, tu le vois venir dans le Donbass, je m'attendais à ce qu'il y ait une couille après qu'il soit venu. Bon, bah ça a pas loupé. Voilà, quelques jours après qu'il soit passé, paf, provocation sur la ligne de front. Oh, comme c'est bizarre. Bon, la réaction de Zelensky à ce qui s'est passé le 18 au matin a quand même été instructive à plus d'un titre, puisqu'il a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien. Et la déclaration qu'il a faite à la sortie a de quoi laisser un petit peu dubitatif sur une future application des accords de Minsk. Puisqu'il a déclaré il y avait d'autres questions à l'ordre du jour du Conseil national de sécurité et de défense, mais nous avons commencé par la provocation qui a eu lieu ce matin sur la ligne de contact. Je tiens à vous dire que nous avons une armée puissante. Prière de ne pas rire. Des provocations se produisent, l'armée a donc répondu avec force. Il a ajouté que la situation est sous contrôle et a qualifié ce qui s'est passé de provocation cynique, de tentative de perturber le processus de paix dans le Donbass, tout en donnant sa vision très personnelle de la façon dont doivent se mener ces négociations, puisqu'il a dit « Nous sommes convaincus que cette provocation ne changera pas le cours des choses, car seule une armée forte permet de s'asseoir à la table des négociations, cours qui nous rapproche avec confiance de la fin de la guerre et de la paix. » Le petit problème de Zelensky, c'est que c'est pas la milice populaire de l'RPL, ou l'armée russe, hein, comme indiqué dans l'article délirant d'Ukrinform, puis celui de Sébastien Gobert de RFI aussi. Je vais y revenir un petit peu à la fin. Non, c'est pas la milice populaire ni l'armée russe qui a attaqué, mais bien l'armée ukrainienne, hein, comme je le disais, comme le prouve le fait que le corps d'un de vos soldats, on l'a retrouvé près des positions de l'RPL. Hein, voilà, il n'y a pas photo. Hein. Les insignes ukrainiens présents sur l'uniforme de ce soldat sont clairement visibles. Je vais vous montrer un screenshot qui vient de la vidéo qui avait été publiée par la chaîne NKN. L'homme a été identifié. Donc j'aimerais que Monsieur Zelensky, Monsieur Gobert, tous les trolls pro-ukrainiens m'expliquent comment le corps de ce jeune soldat ukrainien peut être récupéré par la milice populaire de l'RPL près de ses positions, si c'est elle ou l'armée russe fantôme qui a attaqué les positions ukrainiennes. Expliquez-moi par quel tour de magie extraordinaire c'est possible. Je pense que là vous avez de quoi battre Houdini quand même. Là c'est juste épique quand même. Hein, voilà. Si le scénario que vous racontez était vrai, c'est l'inverse, comme j'ai dit, on aurait dû trouver des corps ou des trucs de soldats de l'RPL près des positions ukrainiennes. Pas l'inverse. Voilà. Bon, je sais bien que Zelensky est une buse en économie, hein, dixit son premier ministre, hein, je vous renvoie à mon article il y a quelques temps en arrière à ce sujet, et qu'il l'est aussi très certainement en matière de questions militaires, mais enfin, il n'y a quand même pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir que si un cadavre de soldat ukrainien est retrouvé près des positions ennemies, c'est que c'est lui qui a attaqué ces dites positions et pas l'inverse. Élémentaire, mon cher Watson, quand même. Hein. De plus, ce que Zelensky appelle une réponse forte de l'armée ukrainienne à cette attaque imaginaire, c'est le bombardement de zones civiles. Hein. Il y a un reportage vidéo où les gens qui ont vu leur maison endommagée ou complètement détruite témoignent. Hein. Voilà, ils n'ont pas bombardé que les positions de la milice populaire, ils ont bombardé des zones civiles sur plusieurs villages. Hein. C'est à coups d'artillerie et d'obus de mortier, quand même. Hein. Du gros calibre. D'accord, ils ne sont pas allés de main morte. Donc la seule réponse forte, entre guillemets, que l'armée ukrainienne a été capable de fournir contre le Donbass, c'était de bombarder des civils innocents, qui eux peuvent pas riposter. Je rappelle, en droit international, ça s'appelle un crime de guerre. Voilà, voilà quel genre d'armée forte à l'Ukraine. Voilà, une armée qui s'est pris la peignée de ses beaux jours à Ilovaïsk, redébâcle à l'aéroport de Donetsk, ultime fessée déculottée à Debaltsevo, et ses seuls faits d'armes exploits héroïques, c'est de bombarder des civils qui eux n'ont pas d'armes hein, pour se défendre contre ces tirs. Voilà. Et alors c'est là que j'en reviens un petit peu à la logique, je mets avec des gros guillemets, hein, exposée par Zelensky à l'issue de cette réunion selon laquelle seule une armée forte permet de s'asseoir à la table des négociations. Bon, en clair, Zelensky veut changer le rapport de force qui a abouti à la signature des accords de Minsk, et il veut passer du camp qui a perdu à celui qui veut imposer son point de vue. Sauf qu'il y a plusieurs petits problèmes. Le premier, c'est que l'armée ukrainienne ne gagnera pas plus la guerre maintenant qu'en 2020 qu'elle ne l'a fait en 2014. La seule chose que Kiev va obtenir, c'est un nouveau chaudron, une nouvelle débâcle, une énième humiliation et la perte définitive des accords de Minsk, hein, parce que ça a été dit X fois, il n'y aura pas de Minsk 3. Or, je rappelle quand même que les accords de Minsk sont la seule chose qui retient les deux républiques populaires de récupérer leur territoire par la force. Voilà.
dis juste ça comme ça. Hein. Le deuxième problème, c'est que l'Ukraine s'est déjà assise à la table des négociations et qu'elle a déjà signé le plan de paix en position de défaite et à 2 reprises. 2014 et 2015, accord de Minsk numéro 1, accord de Minsk numéro 2, que je rappelle que ce plan de paix a été validé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, et que donc jouer à c'est moi qui est la plus grosse pour faire croire que ça va permettre à Kiev d'obtenir une réécriture des accords qu'elle a signés pour que ces derniers lui soient plus favorables, c'est du délire. Vous avez signé, l'ONU a validé, vous appliquez. Point. Voilà, vous n'êtes plus à la table des négociations pour discuter du plan de paix. Vous êtes à la table des négociations pour coordonner avec les 2 républiques populaires le fait de mettre en œuvre le plan de paix que vous avez signé. Il serait temps que vous le rentrez dans le crâne. Voilà. Et en attendant que les autorités ukrainiennes comprennent ce fait qui est relativement simple, les accords de Minsk resteront dans l'impasse, non pas à cause d'offensives imaginaires de milices populaires ou de l'armée russe fantôme, mais parce que l'Ukraine montre chaque jour un peu plus qu'elle a aucune intention d'appliquer ces accords, qui sont le symbole de la défaite cuisante de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Et alors, je vais revenir sur l'article de ce cher Sébastien Gobert, je vais vous le montrer en screenshot à l'écran. Parce que son article prouve, s'il en était besoin, que y a vraiment des journalistes français, je suis pas sûr qu'ils méritent ce titre-là, ni d'avoir une carte de presse, c'est mon opinion personnelle, hein. Parce que quand t'es pas capable de vérifier l'information que tu publies, et que tu copie-colles juste la propagande ukrainienne sans aucun recul ni réflexion sur la logique de ce que t'écris, je pense qu'il y a des questions à se poser. Parce que si ce confrère, avec des gros guillemets, avait regardé les sources en RPL, il se serait rendu compte qu'il y a un bilan des pertes côté milice populaire et côté civil, contrairement à ce qu'il raconte, qu'en plus il y a un problème de taille, comme je disais, qui détruit totalement le scénario de l'attaque contre l'armée ukrainienne, c'est la présence du corps de Maxime, de ce soldat qui vient de Poltava, hein, c'est un soldat ukrainien, voilà, près des positions de l'RPL, voilà. Donc, non, ça tient pas debout, votre truc. En plus, je parle même pas de son acceptation débile, de son délire ukrainien sur lequel l'armée ukrainienne affronte l'armée russe dans le Donbass. Non, Sébastien, non, monsieur Gobert. L'armée ukrainienne n'affronte pas les forces russes, comme vous l'indiquez dans le chapeau de votre article. Si c'était le cas, la guerre serait finie depuis 6 ans, le drapeau russe flotterait sur Kiev. Après une guerre éclair, je pense, digne de la guerre d'Ossétie du Sud de 2008. Je vous conseille de vous replonger dans l'histoire de ce conflit-là. Je pense que ça sera instructif pour vous. Quant à votre délire sur lequel on n'a plus vu une telle offensive depuis 2015, là, faut arrêter la dramatisation à outrance. Faudrait sortir de votre bureau de Kiev, quand même. Hein. Pour aller soit sur le terrain, soit regarder les vidéos publiées par mes collègues du Donbass ou moi-même. Hein. Parce que, bon, Sakhanka, juin 2018, au hasard... Hein, où l'Ukraine a lourdement bombardé pendant plusieurs jours ce petit village. Début 2017, une grosse escalade, hein, avec des morts chez les civils de la RPD, de nombreuses destructions, des tirs à l'artillerie lourde, plusieurs journalistes blessés. Donc venir me dire qu'il n'y a plus d'offensive comme ça depuis 2015, c'est du délire. Sauf si tu comptes effectivement ton histoire d'offensive bidon, d'armée russe qui n'existe pas dans le Donbass, ou d'un ministre populaire de l'RPL qui a attaqué personne. Voilà, mais non, ce genre d'escalade, il y en a eu plusieurs depuis 2015. Ce serait peut-être temps de te remettre un peu à jour. Voilà. Donc non, il y en a eu entre 2015 et maintenant. Mais donc voilà, ça en dit long quand même. Hein, bref. Si on regarde la situation en Ukraine, on a eu droit à une scène d'hystérie collective suite à l'évacuation de plus de 70 personnes de Chine. Donc il y avait 45 citoyens ukrainiens et puis grosse vingtaine de citoyens européens venant de Chine. Les citoyens ukrainiens ont été envoyés en quarantaine dans un sanatorium, et là, ça a déclenché de véritables émeutes dans la ville de Novi Sanjari, où se trouve le fameux sanatorium. Des centaines d'habitants ont tenté de bloquer les bus qui transportaient leurs compatriotes rapatriés de Wuhan. Je vais vous montrer une vidéo qui a été partagée par Anatoly Chari, qui était sous le choc.
Hein, voilà, donc je vais vous montrer quelques extraits. Ils avaient installé des barricades enflammées, ils ont jeté des pierres sur les bus, plusieurs vitres de ces bus ont été brisées. Résultat, les passagers étaient terrorisés à l'intérieur, ils se sont vraiment recroquevillés près du sol pour se protéger. Il a fallu plusieurs heures d'affrontement entre la police et les manifestants avant que les bus ne puissent enfin atteindre le sanatorium. Ces affrontements ont fait 9 blessés parmi les forces de police, 1 parmi les manifestants, 24 personnes ont été arrêtées. Il y a même eu des informations qui indiquaient que le personnel du sanatorium, donc médecins et infirmières, ont reçu des gilets pare-balles et des casques, tellement c'était dangereux, quoi. Voilà, je vous montrerai une petite photo, on montre la distribution, c'est hallucinant. Donc comme je le disais, le blogueur ukrainien Anatoly Chary a qualifié ça de jour de la honte pour l'Ukraine, décrit le comportement de ces citoyens comme celui d'animaux ayant perdu leur humanité. Pour lui, c'est un jour à marquer en noir sur le calendrier. La panique est telle que la ministre ukrainienne de la Santé, Zoriana Skaletska, a annoncé qu'elle va passer 14 jours avec les rapatriés pour rassurer ses concitoyens en montrant qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de problème. Sauf que la photo publiée, où la ministre est en train de parler avec un médecin et une infirmière, elle a fait flipper plus qu'autre chose, parce que je vais vous la montrer, on la voit dans une tenue digne d'un cosmonaute à côté d'un médecin et d'une infirmière habillés normalement. Bon, alors, c'est vrai que de prime abord ça choque cette réaction des habitants de Novi Sanjari. Mais en fait, quelque part, c'est très révélateur du fait que l'Ukraine est déjà en plein effondrement, pour 2 raisons. Déjà, c'est la réaction en elle-même, littéralement bestiale. De la population, qui a choqué beaucoup d'Ukrainiens et de commentateurs sur les réseaux sociaux. Cette réaction montre clairement que le vernis civilisationnel, le vernis humain des Ukrainiens a déjà sauté. Voilà. Or, ça c'est un des symptômes, l'un des signes d'un effondrement en cours. C'est un vernis qui est très fin, hein, qui peut sauter très très vite, mais dès que tu es dans une situation comme ça, d'effondrement ou de destruction de la normalité, tu vois apparaître ce genre de truc. Donc là, le fait de voir ce vernis qui a déjà sauté et de voir les gens réagir comme ça montre déjà que l'Ukraine est très mal en point. Le deuxième fait, c'est qu'en fait, cette réaction, elle peut se comprendre, en fait. J'en ai discuté avec un ami, et effectivement, ça peut se comprendre. Parce que quand on sait que le système de santé en Ukraine, comme je le disais précédemment, a été détruit par les réformes post-Maïdan, que les hôpitaux arrivent déjà plus à soigner correctement les gens, que là, au 1er avril, ils risquent de relâcher les tuberculeux et les cinglés dans la nature, c'est logique en fait que les habitants de Novi Sanjari craignent à juste titre que le sanatorium soit pas capable d'assurer une quarantaine hermétique, et qu'en gros, il y a un risque de fuite du virus dans la population de la ville. Je comprends que pour eux, effectivement, il y ait de quoi avoir peur. Ça montre aussi que la population n'a aucune confiance dans les paroles rassurantes du gouvernement ukrainien, et donc pas confiance du tout dans le gouvernement tout court. Donc ça aussi c'est un symptôme d'un effondrement en cours, quand tu vois que le système de santé est plus capable de gérer, que là ça devient le système de santé d'un pays du tiers-monde, et que tu vois des gens qui réagissent sans plus aucun vernis de civilisation, c'est mauvais. C'est mauvais. Donc c'est terrifiant de voir des gens se comporter comme ça lors du rapatriement, ce qui est leurs concitoyens. Mais leur inquiétude, c'est pas juste une peur digne du Moyen-Âge, comme j'ai pu le lire à droite ou à gauche. Au vu de l'état du système de santé ukrainien, les gens ont raison d'avoir peur. Par contre, leur réaction montre clairement que l'Ukraine n'est plus un pays civilisé. Voilà, là ils sont déjà tombés, quoi. D'ailleurs, un sondage récemment publié par le centre Razumov montre que, en plus de la cote de popularité de Zelensky qui se casse la gueule, il y a quand même une forte proportion d'Ukrainiens qui ne considèrent pas le Maïdan de 2014 comme étant une révolution de la dignité. Ils sont seulement 45,5% à considérer que le Maïdan était une révolution de la dignité, 17,7% considèrent le Maïdan comme un changement de gouvernement par la force, par des moyens pas totalement légitime, 23% le considèrent comme un coup d'État totalement illégitime, 13,7% ne savent pas quoi répondre, si un Maïdan devait se produire maintenant, seulement 37,8% des Ukrainiens le soutiendraient, et ces chiffres ne tiennent pas compte de l'RPD et de l'RPL. Voilà, je le rappelle quand même, donc si on devait les compter en plus, le pourcentage serait différent. 10,2% soutiendraient le mouvement anti-Maïdan, 39,1% ne soutiendraient aucun des deux, et 12,9% ne savent pas quoi répondre. Donc voilà.
Et puis bon, j'ai pas de pendant ce temps-là à Kiev, mais voilà, vu le bilan catastrophique de la semaine, et là, ce qui s'est passé d'assez terrifiant en Ukraine, je voulais apporter une petite touche un peu positive quand même à la fin du rapport de situation. Donc je vais faire pendant ce temps-là en RPD. Bon, c'est pas un truc drôle, c'est un truc mimi. C'est un truc mimi parce que, voilà, en RPD, pour la première fois de l'histoire de la Jeune République, et ben, on a un lionceau qui est né dans le parc zoologique de Pridorojnoye, dans le district de Starobesheva. Je vais vous montrer des petites photos de la jeune lionne qui a été prénommée Leila. Pour l'instant, elle est conservée dans une pièce chauffée, hein, parce que là, dehors, il fait un petit peu froid pour elle. Mais dès que le temps se réchauffera, elle sera transférée dehors. Pour l'instant, elle est nourrie de lait et de poulet, ce qui va lui convenir. D'après les soigneurs, elle est assez joueuse, mais avec un fort caractère, comme on peut le voir sur certaines photos. Où elle a pas trop envie qu'on la prenne en main pour la prendre en photo. Les soignants ont dit que ça détonnait par rapport à ses parents qui sont beaucoup plus calmes. Qu'il était possible de prendre dans les mains pour faire des photos. Avec Leila, c'est impossible. Là, vous voyez, elle est prête à griffer le soigneur. Donc, il faut savoir que dans ce zooparc, il y a plus de 20 000 animaux, y compris des buffles, des chevaux, des lamas, des loups, des chameaux, des autruches, des singes, des canards, des cygnes. Enfin, ils ont tout. Pas mal d'oiseaux. Ce zoo avait été bombardé en août et septembre 2014, qui avait provoqué la mort de plusieurs animaux, dont des biches. Donc là, c'est plutôt un bon truc, quoi. Voilà, on a une petite lionne, la toute mimi, qui est née pour la première fois ici. Donc, voilà, bienvenue au monde, Leila. Écoute, voilà, il fait un petit peu froid, mais promis, après, pendant l'été, tu vas pouvoir gambader dehors et tu vas pouvoir profiter de la chaleur qu'on a ici, généralement, pendant l'été. Donc voilà la situation. Donc c'est quand même assez inquiétant tout ça. Au niveau du coronavirus, clairement, il va falloir surveiller ce qui se passe en Ukraine, s'assurer que ça ne débouche pas sur l'éclatement d'une épidémie. La RPD et la RPL sont prêtes à mettre en œuvre des systèmes de quarantaine si jamais l'épidémie éclatait en Ukraine, de mettre des systèmes au point de passage de la ligne de contact pour éviter une contamination de la population. Côté russe, il y a déjà des check-up, etc. au niveau des frontières. Mais bon, voilà, situation à surveiller. Pareil au niveau des bombardements. Pour l'instant, on est sur une tendance assez négative et je crains malheureusement que plus le temps va se radoucir et plus on risque de voir ce genre de choses, puisque là encore récemment, Pristaïko a dit que là en gros, on était arrivé au bout des accords de Minsk, si je résume plus ou moins son truc, donc en gros qu'il faut se préparer à en sortir. Donc je pense qu'on va peut-être plus attendre très très longtemps avant d'entendre ce genre de discours, pas seulement dans la bouche de Pristaïko, mais aussi de Zelensky, entre autres si la réunion au format Normandie du mois d'avril, enfin qui était prévu pour le mois d'avril, n'a pas lieu. Et je pense que ça va être le cas. Voilà, je vous encourage à aller lire la très grosse interview de Viktor Medvedchuk que j'ai traduite, qui est sur le site, ainsi que le texte de Vladimir Kornilov que j'ai traduit sur la preuve que l'Ukraine a choisi le camp des nazis vis-à-vis de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et je vous dis en attendant à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation sur le Donbass, et en attendant je vous souhaite un bon week-end.